Aujourd'hui au programme, une nouvelle catégorie d'opérateurs répartie sur deux vidéos. Enfin, une nouvelle catégorie, on l'a déjà utilisée et pas mal teasée, notamment lors de notre dernière vidéo autour des opérateurs monadiques de combinaison. En effet, il est nécessaire d'avoir jeté un coup d'œil sur la précédente vidéo qui demeure indispensable pour comprendre ce que l'on va étudier aujourd'hui. D'ailleurs, d'autres concepts rentrent en jeu, ce qui rend cette vidéo à elle seule difficilement intelligible. Elle s'appuie sur plusieurs vidéos antérieures à cette formation, donc j'ai pris le soin de les lister en description, ce qui vous permettra de tout comprendre autour du sujet du jour. Ainsi, avec tout notre background, cela devrait aller assez vite pour décrire les principaux opérateurs de transformation, à savoir le merge map, le concat map, le switch map et exhaust map. Puis nous prendrons le temps de détailler les autres opérateurs un peu moins courants mais néanmoins assez utilisés. En effet, on est sans cesse poussé à modifier nos données, c'est pour cela que la catégorie transformation regroupe le plus grand nombre d'opérateurs. Le rôle des opérateurs de transformation reste explicite. Le but est de transformer la valeur transitant dans nos observables. Et l'opérateur map en est le représentant phare. Donc naturellement, je ne réexpliquerai pas l'opérateur map que l'on a vu plus qu'en détail via le concept de functor. Les opérateurs quelque chose map sont des opérateurs monadiques faisant un double aplatissement et embarquant une logique de gestion de souscription auprès d'observables sous le capot. On est déjà rentré dans les détails dans la précédente vidéo, mais pour la version pratico-pratique, la résultante derrière cela, c'est qu'ils vont nous permettre de conserver nos chaînes de pipeline propres sans y incorporer des souscriptions à l'intérieur et qui causeraient l'introduction de side effects, donc d'effets de bord, et surtout une cassure du précepte de separation of concern. Ainsi, tous ces opérateurs conservent l'exacte même stratégie que celle décrite dans les opérateurs de combinaison, mais agissent sur des observables d'observables. D'ailleurs, ils sont des raccourcis car on l'a vu dans la précédente vidéo, on pourrait en couplant un map, donc l'opérateur de projection, avec un opérateur de combinaison, arriver au même résultat. Mais on préfère clairement utiliser ces opérateurs-ci car une fois compris, c'est plus naturel et concis d'utilisation. Ok, assez parlé, débutons avec merge map. Ce dernier effectue une stratégie de merge, donc ce qu'on ferait à la première vidéo portant sur les opérateurs de combinaison. Cependant, cette stratégie de merge est appliquée sur de nouveaux streams souscrits et qui sont directement projetés. Ainsi, le source stream fait office d'event de souscription auprès d'un nouveau stream, dont ses valeurs sont mergées avec les autres streams s'il y a déjà d'autres streams qui ont précédemment été souscrits. Donc il y a une petite différence avec le merge classique, où les valeurs de source stream étaient mergées avec un autre stream. Donc pour reprendre notre exemple, à chaque clic ici, j'en fais que 2, mais un nouveau stream est souscrit, et c'est un simple interval, dans ce cas, toutes les valeurs de ces streams sont fusionnées en sortie. Donc encore une fois, le clic, le stream source, sert juste d'event, de déclencheur à la souscription et au merge d'un nouveau stream. On obtient la même chose qu'un map suivi d'un merge all. Donc maintenant que vous avez compris le principe, concat map, c'est la même chose qu'un map suivi d'un concat all. Donc ici, chaque clic ouvre la souscription d'un nouveau stream qui est mis dans une queue grâce à la stratégie de concat. Ce qu'on ferait à concat, la première vidéo portant sur les opérateurs de combinaison. Donc ce dernier stream mis dans une queue sera exécuté dès lors que les streams précédents souscrits sont complétés. Donc souvenez-vous, le switch all permet de se câbler sur un nouveau stream en tant que stream source. Et c'est donc ce que l'on fait ici avec un switch map qui est un map suivi d'un switch all. Donc concrètement dans l'exemple, cela se traduit par le fait que chaque événement de notre source stream cause la complétion et la souscription d'un nouveau stream. Donc vient ensuite le exhaust map, donc ça tombe bien car on commence à fatiguer mais on approche de la fin. Donc c'est un map suivi de exhaust. Donc la résultante à cela, c'est qu'il va souscrire à un nouveau stream seulement si aucun stream n'est en cours. Qui peut être très utile pour empêcher un spam de clic de l'utilisateur ou forcer ce dernier à attendre que toute une série de tâches soit exécutées avant de pouvoir relancer une nouvelle exécution. Donc voilà pour les principaux opérateurs de transformation monadique. On le voit bien ici, on peut fusionner des observables d'observables en une seule entrée d'observable pour abstraire la logique de souscription. Donc ceci en application d'une stratégie, à savoir le merge qui va intercaler des événements, le concat qui va conserver l'ordre des events par observable les uns des autres, et le switch all qui va annuler l'observable courant et se réorienter, se brancher sur le dernier observable. Et enfin, le exhaust qui bloque toute nouvelle souscription d'observable tant que celui courant n'est pas complété. Passons aux opérateurs qui sont un peu moins utilisés. Donc le pluck, qui pourrait tout à fait être réalisé à travers un opérateur de map.
donc il signifie littéralement plumer et permet donc concrètement d'extraire une propriété ou un chemin de propriété d'un objet littéral. On passe donc une liste de strings décrivant le chemin d'une propriété d'objet afin de retrouver une propriété imbriquée dans les valeurs réceptionnées en entrée. Bien entendu, si une propriété du chemin n'existe pas, la résolution n'est pas possible et un undefined sera émis en sortie. L'opérateur map2, qui est très simple, il retourne toujours la même valeur en sortie, peu importe ce qu'on lui donne en entrée. Il renvoie en sortie ce qu'on lui a passé en paramètre. Donc à nouveau, ce n'est pas un opérateur important car on obtiendrait sensiblement la même chose avec un map auquel on retournerait une valeur fixe. Partition. Donc partition va se charger de retourner un tableau contenant deux observables dont le premier passeront les valeurs répondant correctement au prédicat passé en premier paramètre de l'opérateur et dans le second observable, tout le reste. Donc il est assez spécifique mais peut s'avérer un allié redoutable dans certains cas. Donc attention, disclaimer à noter, ce n'est pas un opérateur comme les autres. C'est d'ailleurs le seul à s'autoriser ce genre de liberté. En effet, comme décrit lors de notre vidéo introduisant les observable operators, tout opérateur est censé prendre un stream en entrée et retourner un stream, afin de concerner ce chaînage dans le pipeline et donc un unidirectional data flow. Cependant, ici on retourne un array d'observables. Donc on retourne un simple tableau, donc il va permettre de faire de la composition de stream, mais pas plus, car il casse notre chaîne d'opérateurs, donc le pipeline en soi. Donc on a dit que partition prend une fonction de prédicat en paramètre, mais on peut aussi transmettre un second paramètre, un this de contexte de notre prédicat. Donc à la manière des fonctions call et apply, où l'on définit explicitement le contexte JavaScript d'exécution. Et ensuite le group by. Ce dernier va permettre de faire non pas une, mais des partitions, à partir donc d'une clé spécifique. Ainsi l'opérateur group by retourne x observables d'observables, chacun représentant une partition. Passons à expand. Ce dernier va retourner des observables en exécutant une fonction de façon récursive. Ainsi, tous ces observables retournés sont mergés en sortie. Il va falloir donc penser à borner au niveau non pas de la fonction de récursivité, mais du stream en aval, la récursivité en soi. Donc notez que l'expand agit uniquement sur une valeur upstream. Si j'envoie un tableau, il prendra que le premier en compte. Il est juste là pour introduire le concept de récursivité. Rien de plus. Naturellement, couplé aux opérateurs de double aplatissement, il pourra être exécuté sur une multitude d'observables, mais là n'est pas la question. Il est proche d'un reduce finalement, mais directement au contexte du stream. Dans notre exemple, j'envoie la valeur 2, cette dernière est directement retournée, puis la fonction de récursivité est exécutée sur cette valeur. La fonction fait juste un plus 1, je me retrouve donc avec 3, qui sera printé en souscription, et puis 3 repasse dans la récursivité, ainsi de suite. Donc encore une fois, pour gérer la condition de sortie, ce sera donc downstream. Donc ici c'est géré à l'aide de l'opérateur take 5. Ainsi la condition devient remplie au 5e passage, donc quand la valeur vaut 6, car on a débuté avec 2. Bref, c'est un opérateur assez spécifique qui peut permettre de réaliser des boucles de jeu infinies, mais in fine assez rarement utilisées. Ok, donc maintenant on a assez étudié, il est temps d'appliquer toutes les connaissances du jour. Donc pour cela, quoi de mieux que de développer de réelles features qui sont utilisées couramment et qui peuvent devenir rapidement casse-tête dans une approche impérative. Donc pour illustrer ceci, nous allons réaliser une search bar. Donc oui, nous sommes fin prêts avec nos connaissances sur la bibliothèque RxJS et plus particulièrement sur les opérateurs principaux MFR, Map, Filter, Reduce, ainsi que toutes les études préalables sur la catégorie Filter, Combination, Eminent Transformation. Il est temps pour nous de mettre les mains dans le cambouis et d'apprécier la différence avec l'ancien monde impératif. Donc tout d'abord, je prépare la vue HTML en déclarant un simple form possédant un input. Donc je prends le soin de tout identifier à l'aide de l'attribut ID, histoire de pouvoir les sélectionner directement, donc c'est juste pour l'exemple. Voilà, donc toute cette partie n'est pas très importante en soi, elle va pas être parfaite d'un point de vue W3C validator. De même, on n'appliquera aucun CSS, c'est out of scope. Ensuite, donc passons au JavaScript, qui va modifier cette vue. Pour cela, il va devoir faire des accès au DOM, donc ça sera a fortiori du code impératif. Car oui, in fine, à la fin de nos streams, une fois souscrit, on pourra se permettre de faire cela. Encore une fois, on n'a pas le choix, c'est le monde UI, et c'est ainsi fait, c'est jonché de side effects à un moment ou à l'autre. Néanmoins, tout ceci sera à l'extérieur de notre business logic, tout en bas de nos streams. Donc ici, il y a deux fonctions. Globalement, il y a clearResults, qui va se charger de supprimer un nœud enfant de notre balise contenant les résultats, puis le pendant appendResults, qui va se charger d'ajouter les résultats de notre recherche dans le DOM. Ok. Ensuite, comme dit précédemment, je m'appuie sur les ID pour sélectionner rapidement tous mes balises de DOM concernés. Je déclare ainsi input text et result container.
Input text contient donc l'input en question, et le résultat container, l'endroit où c'est qui va contenir tous les résultats qu'on va afficher de notre recherche de la search bar. Donc passons maintenant à la requête Ajax en soi. Donc pour cela, j'utilise la Fetch API. Donc les dernières versions de Chrome sont compatibles avec cette dernière. Pas besoin de traîner des monstrueux callbacks de l'objet XML HTTP request. On peut directement utiliser la Fetch API qui est beaucoup plus user-friendly. Donc pour information, la Fetch API fait juste un call Ajax et retourne le résultat nativement sous forme de promise. La route utilisée est bien sûr celle de l'API publique Wikipédia, auquel je passerai donc en paramètre le mot-clé que je cherche. Ok, on est fin prêt pour implémenter nos streams. Donc notez que je suis parti de la UI, puis j'ai remonté, mais l'inverse est tout à fait possible. Développer nos streams, notre business logic, et puis enfin la UI. De toute façon, peu importe le sens dans lequel on procède pour notre développement, les deux sont agnostiques l'un de l'autre, et c'est tout l'intérêt escompté. Alors, comme on l'a déjà étudié précédemment dans notre vidéo sur les creator operators, on peut erixifier tout événement du DOM, notamment à l'aide de l'opérateur FromEvent. Ici, c'est ce que l'on va faire, on va récupérer toutes les frappes sur l'input en erixifiant le keyUp-event. C'est très simple, j'utilise l'opérateur FromEvent, je passe le node API concerné, ici input text, puis l'event concerné, keyUp. Je vais maintenant vouloir récupérer la valeur que l'utilisateur a entrée. Pour cela, la JavaScript DOM API fournit par la propriété target.value cette valeur. Je pourrais aller la chercher via une projection de map, mais je décide d'utiliser l'opérateur pluck, qui est vraiment spécialisé pour faire cela comme nous venons de l'étudier. Ensuite, j'utilise le debounce time, pour permettre d'éviter d'envoyer et spammer le web service Wikipédia à chaque lettre tapée par l'utilisateur. Surtout si ce dernier fait des erreurs, c'est a fortiori inutile. Donc globalement, mettre quelque chose de l'ordre de 100 millisecondes, peut-être même un peu plus, peut être intéressant. Et bien ensuite, on est parti, on peut appeler le web service Wikipédia. Alors n'oublions pas que pour erixifier une promise, on utilise dorénavant l'opérateur from, qui se comporte comme un from promise, pour ceux qui utilisaient les anciennes versions RxJS, à compter de la version RxJS 5 comprise. Ainsi, la valeur sera erixifiée pour faire un double aplatissement. Je vais donc devoir utiliser les fameux opérateurs monadiques qui ont fait l'objet de cette vidéo. Donc j'ai le choix avec notre Big Four, Merge Map, Concat Map, Switch Map et Exhaust Map. Ici, je décide d'utiliser Switch Map. En effet, dès lors qu'une nouvelle valeur arrive, cela ne sert à rien de retourner le résultat des anciens calls. Il peut être annulé, en effet, cela signifie que l'utilisateur a précisé sa requête et que le debounce a fini. Donc il y a une nouvelle requête qui doit partir, forcément. Donc j'écrase tout l'ancien, j'annule tous les anciens. Donc en retour du from, j'ai un observable contenant le résultat. Enfin, auparavant je le JSONifie. Puis je vais faire comme au départ, sélectionner la propriété contenant la valeur à l'aide de pluck. Ici j'obtiens tous les résultats dans un array tableau. Les résultats sont des objets et seul le titre de l'article Wikipédia nous intéressera. Donc c'est seulement cette propriété-là. Pour cela, je vais faire un reduce. Donc attention, c'est un reduce d'array, pas d'opérateur observable. Au départ, cela peut paraître compliqué de mixer comme ça tous les contextes. Mais après tout, voilà, vous verrez que les arrays et les observables sont des functors, les deux, et à ce titre, cela reste très similaire, comme on l'a étudié dans la seconde vidéo d'ailleurs. Bref, je récupère ainsi tous les titres sur un reduce d'array. En cas d'erreur, peu importe réseau ou autre, je retourne un tableau vide, comme s'il n'y a pas de résultat. Donc cela suffira pour le moment, nous n'avons pas encore étudié la gestion d'erreurs, on garde cela pour la suite. Et bien voilà, c'est tout, on a codé notre business logic. Il ne nous reste plus qu'à souscrire à notre stream. Posons-nous 2 secondes et apprécions tout de même la propreté et la précision. En quelques lignes, on a réalisé une search bar intelligente. Donc je vous mets au défi de faire de même en plain vanilla JavaScript, tout en conservant cette lecture limpide comme de l'eau roche. Ok, très bien, finissons le travail. Donc on souscrit et on appelle notre fonction clearResult et appendResult pour afficher nos titres d'articles Wikipédia. And that's all, folks. Donc, essayons. Je rentre lol. On voit aucune requête part pour le L, puis le LO, mais après le debounce et le temps, réseau, on obtient bien le résultat pour lol. Pour The Winter is Coming, bien que cela ne soit plus trop le cas en France en ce moment, on va retourner un nouveau résultat. La souscription supprimera les anciens résultats de lol et ajoutera les nouveaux au DOM. Donc à nouveau, beaucoup d'opérateurs peuvent être substitués par l'opérateur map, comme on l'a déjà mentionné pour le pluck, comme vous pouvez l'apprécier dans cet exemple.
Eh bien voilà, nous avons étudié les opérateurs de transformation, enfin, qu'une partie. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons une sous-catégorie des opérateurs de transformation permettant la bufferisation. Donc j'en dis pas plus pour le moment, prenez le temps de digérer tout cela, je tiens à dire qu'avec toutes ces connaissances que nous venons d'atteindre, c'est vraiment un premier palier, vous êtes enfin prêt à développer des UI minimalistes RXifiés de bout en bout en utilisant uniquement ces opérateurs de transformation, combinaison et filtres, étudiés jusqu'ici. Donc encore une fois, vos retours m'intéressent, j'ai adoré pouvoir réaliser cette vidéo explicative qui rentre vraiment en détail tout en essayant de retenir l'essence des concepts très puissants utilisés à travers ce paradigme de programmation. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un commentaire, des questions, des problèmes, des interrogations, des désirs de focus sur un point bien précis. Bref, je reste dispo et un pouce ou un abonnement fait toujours plaisir. Donc sur ce, on a mérité notre pause pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour les opérateurs de bufferisation. Peace!